Aujourd'hui, nous allons aborder la jalousie. C'est un thème que tout le monde est ou a été confronté. Donc, d'une manière intuitive, tout le monde sait à quoi on se réfère quand on parle de jalousie. Ici, je vais tenir en compte le contenu qu'on retrouve dans un texte de Freud, car Freud s'est intéressé à la jalousie et en 1921, il va consacrer quelques pages à cet état d'âme, à cet état d'affect. Freud nous dit que c'est un état d'affect, la jalousie, tout à fait normal comme le deuil. Mais ce que va faire Freud, c'est de décrire comme il appelle, des strates ou des stades différents de la jalousie. Et il en trouve trois. La jalousie normale, la jalousie projetée et la jalousie délirante. Commençons par la jalousie normale. Et là, Freud nous donne une description des composantes qui participent au vécu de cet état d'affect qui est la jalousie. La première composante ou le premier aspect, c'est la douleur que nous éprouvons dans cet état d'affect qui est proche à la douleur qu'on retrouve au deuil. Il y a une similitude que Freud trouve entre l'état de deuil et l'état de jalousie. Oui, car il y a la possibilité, ou c'est le cas, de perdre une personne qu'on aime, une personne qui nous est très chère. Et donc c'est autour de cette perte, ou perte réelle, ou perte imaginée, ou peur de perdre. Le deuxième aspect est l'atteinte narcissique. C'est l'amour-propre qui subit des coups assez importants. Troisième aspect, c'est un aspect assez intuitif, tout le monde peut y arriver, car quand on vit un état de jalousie, il y a trois acteurs. Soi-même, je suis jaloux, mon épouse, ma femme, ma petite amie, et le rival, la personne qui a pris ou risque de prendre la personne que j'aime. Le rival. Donc, le troisième aspect, troisième composante, est le sentiment d'hostilité envers le rival. Et pour terminer, le quatrième aspect, Freud nous dit qu'il y a une tendance après, pendant de autocritique envers soi-même, envers ce qui est en train de se passer. Et là, on peut, Freud ne nous le dit pas, mais on peut l'associer à cette atteinte narcissique. L'estime de soi diminue, et alors là, on devient plus critique envers soi-même. Donc ces aspects, ces composantes, participent au vécu de la jalousie. Mais Freud nous dit, sur la jalousie normale, la psychanalyse peut dire très peu. Ces descriptions, tout le monde peut les faire. La seule petite chose que la psychanalyse peut ajouter, c'est que le vécu actuel qu'une personne peut vivre, qui s'appelle la jalousie, qu'elle participe ces quatre composantes, il y a d'autres composantes qui remontent au passé lointain de notre première enfance. Et là, les liens se font avec cette période très connue qui a été la grande découverte de Freud. C'est la période édipienne. C'est le sentiment d'affect, d'amour que la petite fille envers son père, le petit garçon envers sa mère, sont confrontés également à un autre sentiment, envers
le rival, la petite fille qui aime son papa, voit la maman comme une rivale, et vice-versa pour l'enfant, pour le petit garçon. Donc, ce sentiment d'hostilité envers le rival est remis en mouvement. Ou l'autre lien qui se fait, toujours dans le passé très lointain de notre première enfance, c'est dans les expériences de fratrie. Et là également, on vit des expériences de rivalité. Le frère qui vit l'autre frère comme un rival, ou le frère qui voit sa sœur comme une rivale, qui est plus aimée par sa maman, et qui ne voudrait pas, etc. Voilà. Donc il y a tout de même des liens qui se font, et donc le vécu actuel de la jalousie va se relier également avec ces expériences de la première enfance. Et là, après, va avoir une incidence en fonction de comment on a vécu la première enfance sur l'état actuel du vécu de la jalousie. Voyons maintenant le deuxième strate ou stade de la jalousie, qui est la jalousie projetée. Alors, Freud fait une petite introduction. Dans tous les couples, tous les partenaires d'un couple sont confrontés à des tentations, c'est-à-dire tentations d'infidélité, des envies envers d'autres personnes. Donc l'homme envers d'autres femmes et la femme envers d'autres hommes. Mais voilà que si cette envie d'infidélité est vécue très mal par la personne, donc veut ne pas y penser, croit au bonheur du mariage sans cette tentation, donc ne veut plus avoir ces envies, bien peut refouler ses envies, mais voilà que ces envies qui sont d'infidélité, qui sont refoulées, ne vont pas disparaître, vont vouloir se présenter, se manifester, s'exprimer, mais sous une forme différente, à travers la projection, c'est-à-dire ce n'est plus moi qui a ces envies, c'est ma femme, ou la femme, ce n'est plus moi qui a ces envies, c'est mon homme. Donc il y a une projection, les envies que j'avais envers les autres femmes, c'est ma femme qui les a maintenant envers les autres hommes. Quand j'ai, de manière consciente, cette sensation qu'elle a ces envies, eh bien, je vis ce vécu de jalousie. Et autour de ce vécu de jalousie, Freud ajoute quelques remarques. Alors, il nous dit que la société est bien consciente que tout homme, que toute femme dans un couple est confronté à des tentations d'infidélité. Alors, la société a mis en route des escamotages, des jeux de petites séductions où l'homme peut assouvir un petit peu son besoin de conquête et la femme assouvir son besoin de plaire. Et là, sous forme de convention, de jeu. Mais voilà que le jaloux ne va pas accepter ces conventions. Et là où il y a des comportements inconscients qui sont admis par la société, par les conventions, eh bien, le jaloux ne va pas les accepter et va interpréter ces comportements inconscients comme des intentions de sa propre femme de le trahir, ou la femme interpréter des comportements inconscients admis par la société de son propre homme comme des intentions de la trahir. Bien, voilà que ces interprétations peuvent certainement apparaître comme délirantes. Mais on n'est pas dans le vrai délire, comme ça va être le cas du dernier strate qui est la jalousie délirante. Dans ces cas d'interprétation du jaloux, eh bien, nous dit Freud, inutile de vouloir le convaincre du contraire, qu'il n'y a pas une intention, mais c'est plutôt essayer de le pousser à lire différemment
l'observation de ces comportements inconscients. Mais tout de même, la psychanalyse peut amener la personne jalouse à récupérer, à trouver ces pensées qui ont été refoulées et puis projetées. Passons maintenant au troisième strate de la jalousie délirante. Et là, on dit Freud, les deux autres strates sont tout de même présents aussi. Et ici, il y a deux aspects qui diffèrent de la jalousie projetée. Alors, premier aspect, c'est le contenu de ce qui a été refoulé. C'est le contenu. Alors, dans le cas de la jalousie délirante, c'est ce contenu que je vais expliquer qui est refoulé. Il y a une tendance, comme Freud avait découvert, de chacun de pouvoir avoir des sentiments d'amour homosexuels, mais qui sont ou sublimés ou refoulés. Voilà. Non, une personne peut ressentir cet amour envers un homme et être heurté par ce sentiment, ne pas vouloir l'éprouver, et donc il va le refouler. Ce contenu refoulé va vouloir s'exprimer, et comment il va s'exprimer dans le cas de la jalousie délirante? Eh bien, ce n'est plus moi qui a un sentiment d'amour envers cet homme, c'est ma femme qui a un sentiment d'amour envers cet homme. Et le deuxième aspect qui diffère, mais qui diffère de la jalousie projetée en termes quantitatifs, c'est faire attention, c'est surinvestir toute une série à la fois de comportements inconscients qui sont admis habituellement par les conventions, par la société, mais également, et voilà la différence, un surinvestissement des comportements inconscients ou du hasard de sa propre femme ou de la femme de propre homme. Par exemple, l'homme jaloux de sa femme qui s'approche à cet homme et en parlant, elle va effleurer la main ou une partie de l'épaule de cet homme, bien, le délirant va directement interpréter avec justesse, toujours avec justesse, ce comportement inconscient comme une intention de le trahir. Et à cela, il va agencer toute une série d'autres interprétations. Et donc, le délirant va faire beaucoup plus attention à l'inconscient, dit Freud, de son propre conjoint, plutôt qu'à son propre inconscient. Et un surinvestissement de ces comportements, de ces observations, là où d'autres personnes ne trouveraient absolument rien, comme cet exemple d'effleurer une partie du corps d'un homme. Eh bien, voilà en ce qui concerne la jalousie, et plus précisément, jalousie dans ce texte de 1921 de Freud. Bien, la prochaine vidéo, au revoir.